et après il a été dévié certainement en termes de compréhension sur des cumuls et des dettes. L'énergie a été confondue avec des pseudo-dettes qu'on se devait les uns aux autres. Bon, il y a des petits dédés qui ont dû aider à voir les choses comme ça, mais si karma devait avoir une définition ésotérique et métaphysique intelligente, ça serait simplement le cumul d'énergie qui est refilé, en fait, qui est restocké et qui peut être délié. En fait, on délie en nettoyant, en comprenant, en visitant les vies qu'on a menées, et on délie des choses. De ce fait, on s'allège de son karma, mais pas envers les gens, non, envers sa propre énergie, ses propres souffrances, ses propres problèmes. C'est là-dessus qu'on pourrait dire que le mot karma, en fait, existait certainement à l'origine comme ça, parce que je ne vois pas... en fait, au début, il devait bien y avoir une base, et cette base a été en fait intoxiquée avec de mauvaises connaissances. Mais au départ, je pense que c'était vraiment le côté énergétique qui était compris. Et ensuite, bon, on a dit, ah ouais, ouais, mais c'était faute, était ci, était ça. C'est pas vraiment des fautes, c'est pas vraiment des trucs comme ça. On n'a pas besoin de pardonner à un bourreau parce que il faut prendre la conscience que ce bourreau-là, on l'a peut-être tué dans une autre vie parce que nous-mêmes, on était bourreaux. Donc, qui doit qui à quoi, hein, c'est un peu problématique. Donc, voilà. C'est plutôt ça. Moi, je pense que la karma devait avoir un sens énergétique au départ. Très, très au départ. Donc là, on a les kléchas. Donc, les kléchas, c'est les 5 kléchas. C'est les 5 causes principales de vos petits malheurs. L'ignorance de l'ignorant. Alors, l'ignorance. Et de l'ignorance découle la vanité. Celui qui est ignorant et vaniteux est totalement incapable de percevoir ses défauts et par conséquent de les corriger. Et oui, il ignore qu'il ignore. Ça arrive. La convoitise fait aussi partie des choses à éviter. Avez-vous l'instinct de convoitise? Attention, il vous retient sur la voie du progrès. Ah, ça, convoiter. Donc, en fait, l'obsent l'a dressé une petite liste. L'aversion également, donc les aversions, effectivement, également est une chose dangereuse. Elle vous éloigne des autres et éloigne les autres de vous. Choisissez la voie moyenne, parce que là, bon, lui, il leur donnait la voie moyenne, la voie bouddhiste de base, hein, les lamaïstes, c'est la voie moyenne. C'est au milieu, la voie du milieu. Donc voilà. Bon, la possession, le côté gripsou, donc il dit extirper les cléchasses, donc certains défauts, hein, si vous voulez vous affranchir du cycle de la naissance et de la vie et de la mort. Là, par contre, c'est pas vrai. Vous pouvez évoluer, vous reviendrez quand même plus évolué, c'est tout. Et ensuite, encore plus évolué, et un jour, vous serez jardinier de la Terre, et vous direz, merde, putain, j'ai mis tout ce temps-là pour être jardinier de la Terre, et j'ai encore des milliards d'années devant moi à être jardinier de la Terre. Bon, hein, c'est assez amusant. Alors, Koan, celui-là, il est bien de mot, Koan. Alors, c'est un mot du bouddhisme zen. Alors, donc, bon, les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre le koan, car c'est un raisonnement particulier, apparemment dépourvu de toute logique et qui n'a absolument aucun sens. Mais l'étudiant doit le prendre comme thème de méditation et lui trouver une réponse convenable. Alors, trouver facilement la réponse est impossible. Mais quand une réponse vous vient à l'esprit, elle fait généralement l'effet d'un coup de tonnerre. Une révélation, voici un exemple de koan tout à fait anodin. Alors là, je vais vous dire le truc, vous allez voir, c'est très occidental. Hein. Enfin, c'est pas occidental, c'est très oriental. Alors, exemple de koan pour les bouddhistes zen. C'est quand même des gens pas tout à fait comme tout le monde. Donc, le disque. Alors, imaginez. Donc, le disque de l'électrophone et l'aiguille de l'électrophone peuvent produire de la musique. Essayez d'écouter la musique du disque sans l'aiguille. Voilà, c'est un koan. Donc voilà, vous devez méditer là-dessus, et dès que vous avez trouvé la solution, ça va vous faire un petit coup de tonnerre. C'est typiquement oriental. Ils avaient une forme d'esprit, ils ont encore une forme d'esprit assez différemment tournée de la nôtre, en fait. Alors, kosha, en fait, c'est les corps, hein, les koshas. Donc, bon, là, c'est pranayama kosha,
Vijnanayama Kosha, Anandanayama Kosha, donc voilà, c'est tous les corps. Sachant qu'en fait, les Tibétains, même au plus qu'ils en avaient trouvé, n'en avaient trouvé que 7, il me semble. Non, 5. Ouais, on décrit 5 koshas. Donc 5 corps, en fait, il y a 12 corps et intercorps. Chose complètement inconnue au bataillon à l'époque. Mais il faut aller dans les terres assez haut pour pouvoir le voir. Hein. C'est pas dans l'astral, vous verrez des corps et vous n'aurez pas le plus que ça. Quoi. Donc, donc une méthode, Kundalini. J'avoue que pour l'instant, Kundalini, on va dans les terres, ne sert pas à grand chose. Hein. Donc bon, on va très très haut. On ne se sert pas du Kundalini. Je pense pour ma part qu'en fait l'ensemble des chakras s'active doucement et raisonnablement. On n'a pas besoin de les manipuler. Et en fait, au fur et à mesure qu'on évolue, en fait, en nettoyage et simplement ça s'amorce tout seul. Véritablement, certaines choses, en fait, qui appartenaient à l'ancienne tradition passaient par l'astral. Kundalini, éveil des chakras, petit peta, tout ça, c'était un travail beaucoup plus physique, beaucoup plus près du corps, et ça passait par des connaissances du côté astral. Et l'astral est beaucoup plus lourd, l'éther est beaucoup plus léger, s'occupe pas vraiment du corps. On soigne le corps, on enlève les choses, on nettoie les chakras, mais on les met en action. Bon, voilà, c'est tout. Dans l'éther, c'est très simple, parce qu'on est très très au-dessus du concept. Du coup, je pense que ça a son intérêt sur des applications précises, mais qui vraiment ont une relation au physique. Donc, pour décorporer, pour faire des trucs comme ça, il y a le Kundalini qui fonctionne plus que quelqu'un qui ne décorpore pas. Donc, parce que c'est beaucoup plus, finalement, proche des dimensions basses. Donc, voilà. La lévitation, pratique tibétaine assez courante à l'époque, ne l'est plus trop maintenant, puisqu'ils ne savent même plus comment faire. Donc, voilà. Alors là, c'est assez amusant. Un lila, donc c'est amusant, L-I-L-A. Certaines sectes religieuses asiatiques considèrent que Dieu, être suprême, que nous ne pouvons ni nous représenter, ni comprendre pleinement, a créé notre monde. Tous les autres mondes et tout ce qui contient ces mondes pour lui servir de jouet. Bon, jouet, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, un jeu pas très intéressant pour ma part. Donc, bref. Il a donc mis un peu de lui-même dans tous ces pantins que sont les êtres humains. Bon, ça, c'est l'étincelle divine, n'est-ce pas? Chacun son étincelle divine participe à l'ensemble du jeu. Et en fait, à un moment donné, alors le mot lila se détermine à ça, c'est un être qui va être un observateur, donc on va dire de la source, mais là, à voir si véritablement le concept était quand même pas endédéifié, puisqu'en fait, la source n'a pas besoin de quelqu'un pour voir ce qui se passe, elle est partout à la fois, entre guillemets, elle sait très bien ce qui se passe à travers chaque œil de chaque personne. Donc je pense que le mot lila était très précis, hein. Donc en moyenne, un lila était un avatar, et il observait pour la source, on va dire, donc pour Dieu, dans l'idée de l'Obsan, il observait la situation pour faire une sorte de rapport de comment ça se passe. Donc bon, je ne pense pas que ça existe réellement, dans le sens où voyant moi comment fonctionne la source, les dimensions et comment c'est fait, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, tout simplement, la source, son projet, en fait, est un projet millimétré, donc chose qu'ignorait l'Obsan, qu'en fait, il y a un déroulé précis et qu'en fait, on ne peut pas jouer dans le déroulé parce qu'en fait, on casserait véritablement la structure du devenir des choses. Donc, on ne peut pas improviser. Chacun des mots que je vous dis ne sont pas improvisés, c'est pas moi qui décide, c'est elle qui dit, tiens, tu vas dire ci, tu vas dire ça, je suis le plan de la source, comme tout le monde suit le plan de la source, sans s'en apercevoir. C'est ce que je disais à travers une vidéo, on est tous synchrones, même les gros cons, qui gouvernent ce monde. Linga, bon, Loka. Alors, les Lokas, c'est le mot pour déterminer les mondes. En fait, du coup, bon, c'est
c'est les plans d'existence, des choses comme ça. Alors ça reste encore des concepts, je dirais, tibétains. Donc il y a, eux, ils déterminaient un certain nombre de lokas, mais bon, l'astral, le terrestre, bon, ils savaient, mais ils savaient ce que dans l'astral ils pouvaient voir. Et ensuite, voilà, par rapport à leur pratique, ils n'étaient pas tout à fait renseignés sur tout. Donc, mais ils avaient un mot pour les lokas. Donc, la Terre, la troisième dimension, c'est un loka. C'est en fait un endroit, une dimension. Donc, voilà. Je ne sais pas si on va s'arrêter. Oh, allez, il vous reste encore un peu. Magie. Bon là, l'Obsan parle de la magie, il dit évitez de faire de la magie. Parce qu'en fait, vous utilisez des énergies qui seront difficilement contrôlables, même soi-disant de la magie pseudo-blanche, ça reste un peu problématique. C'est utiliser des énergies, les énergies personnelles, hein, c'est la concentration, l'égrégorisation, mais justement, quand on égrégorise quelque chose pour faire de la magie, entre guillemets, l'égrégore, après, reste pas forcément sous le contrôle de l'individu qui le crée. On peut égrégorer de la matière, donc avoir de la magie, on fait un truc, et ensuite, cette matière qui n'a pas servi va rester là et va être récupérée par un dédé et peut être utilisée contre vous, contre n'importe qui. Donc, il faut éviter, en fait, tout ce qui est magie parce que ça égrégorise et ça fout le bordel. Manas. Bon, manas, tout ce qui est mana, manas, c'est au niveau de la pensée. Donc bon, là il parle de puissance, de l'esprit. En fait, le manas, c'est la représentation de la puissance de l'esprit. Donc c'est un mot. Manipura, Manipuraka. C'est l'un des chakras. Manipuraka chakra. Donc ça c'est l'ensemble des chakras. Ça vous pouvez l'avoir sur les tableaux des chakras avec les formes, les couleurs et en fait tout ce qui et le son qui s'y connecte. Ça c'est une étude que les Tibétains ont très bien faite. Véritablement, donc, les chakras et le son qui correspond à une chakra, la couleur qui correspond à une chakra, parce que comme ils voyaient de l'aura, ça leur permettait de faire par fréquence en fait de chakras, en fait une étude, et ils ont en fait posé cette connaissance. Cette connaissance est tout à fait valide et correcte. C'est toujours pratique à connaître, tout simplement dans la pratique métaphysique de base. Quand on va soigner une chakra, tiens, si on voit que c'est plutôt bleu, bon, est-ce que c'est normal ou pas? Ah oui, c'est la chakra qui est plutôt bleue. Donc voilà. Donc c'est ça, de ce côté-là, ça reste fiable et c'est une connaissance qui est parfaitement maîtrisée et qui a été utilisée pendant des centaines et des centaines d'années. Alors ça, c'est amusant, tu voyais, c'est le mot Manu. Donc Manu, selon certaines croyances orientales, le monde est régi par le Manu. Un Manu serait un grand être, voilà. Et ensuite, bon, il y aurait un Manu pour les États-Unis, un Manu pour la France, donc comme ça, des grands êtres qui géreraient des régions du monde. Et en fait, ça, c'est l'une des choses que j'ai contrôlées presque en premier dans les terres. Ça fait partie des connaissances. Tiens, je m'étais dit, tiens, c'est qui le Manu de la Terre? C'est qui le Manu de l'Amérique ou quoi que ce soit? Et en fait, c'est un Dédé. Et là, l'Obsan, lui, n'y avait pas accès, mais ces Dédés-là, comme ils ont énormément de pouvoir parce qu'ils sont, c'est un gros Dédé qui, par exemple, pourrissait la Terre, avec un gros Dédé qui pourrit les États-Unis, qui pourrit la Chine. Donc, comme ces êtres étaient extrêmement puissants, quand l'Obsan sortait, s'il se posait la question, tiens, je vais aller voir le Manu de la Chine pour lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait ou c'est bien ce qu'il fait, en fait, lui, il avait affaire à un être qui prenait l'apparence de ce que voulait voir l'Obsan, un petit gars... un petit chinois avec la barbichette pointue. Et en fait, voilà. Donc, l'Obsan, dans l'astral, il était dépassé par ça. Il ne pouvait pas déterminer que la connaissance du Manu, ce n'était pas une vraie connaissance. Donc, les Manus, en fait, c'est un concept complètement dédé. Il n'y a aucun Manu. La seule entité, en fait, qu'on peut connecter à la Terre, c'est Amalis, parce qu'elle est dans le cristal du centre de la Gartha. Elle possède pas la Terre, mais simplement elle anime la Terre de son énergie. Et elle reçoit les informations de la source, elle participe à la vie de la Gartha. Elle n'est pas le Manu de la Terre parce qu'elle décide pas de ce que va devenir la Terre. Ça, c'est la source qui se débrouille avec
fait le scénario, mais simplement elle est une entité qui est posée là et qui est une conscience très élevée, avec beaucoup d'énergie, et en fait simplement elle représente, voilà, elle se représente elle-même, mais elle n'est pas le Manu, elle ne préside pas au destin de la Terre, pas du tout. Donc connaissance qui voilà, était erronée et que Lobsang ne pouvait pas vérifier. Mona. Alors, Mona, restez tranquille, ne pas trop parler. Je vais me mettre dans le Mona, les gars. Donc, on va être emmerdé pour faire des vidéos parce que je ne vais pas pouvoir vous parler. Je suis en stade de Mona, là. Donc voilà, donc c'est un état d'être. En fait, les moines tibétains utilisaient souvent le Mona, ou les moines en général. En fait, bon, c'est un petit peu la conscience de rester concentré, ne pas trop parler, ne pas trop s'exprimer, ne pas trop, en fait, disperser son énergie. C'est surtout ça. Maya. Bon, Maya, ça, c'est ce qui trompe. C'est l'illusion. C'est ce qui obscurcit la vision, c'est l'illusion, c'est souvent l'illusion d'être beaucoup plus important que ce que l'on est réellement. Maya est l'un des gros inconvénients auxquels on peut se heurter. Cette terre est le monde d'illusion, le monde de Maya. Nous devons voir la réalité en face avant de parvenir à de plus hauts stades d'évolution. Il faut resituer Maya. Ce monde n'est pas le monde de l'illusion. C'est un monde où vous pouvez être dans votre illusion. Beaucoup d'êtres humains s'incarnent, ne choisissent pas le rôle, au cas où vous vous posez la question, on ne choisit pas le rôle, et en fait, on s'incarne et on croit que. Il y a des gens qui croient qu'ils sont présidents, il y a des gens qui croient qu'ils gouvernent, il y a des gens qui croient qu'ils sont médecins. En fait, on croit à ce qu'on est, en moyenne. Mais parfois, en fait, bon, si vous êtes médecin, vous faites de la médecine, vous croyez être médecin, vous êtes médecin. Bon, là, ça va, vous avez un diplôme, vous avez des trucs, bon, en gros, vous êtes dans le vrai, en gros. Après, il y a des gens qui croient, par exemple, être très évolués, qui croient avoir atteint le surmoi, qui croient recevoir des messages des galactiques. Bon, ils croient. Là, par contre, ils sont dans l'illusion. C'est-à-dire que autant ils vivent leur tous les jours dans les faits réels, c'est-à-dire là, dans la matière. Donc, en fait, ils mangent, ils ont une vie de famille ou des choses comme ça, et ils vivent leur illusion à travers ce qu'ils croient. Et les croyances, en fait, les polluent. Et en fait, là, ils commencent effectivement à rentrer dans le monde de Maya, dans le sens où leur ego va être surdimensionné et ils vont se perdre dans leur ego et dans les illusions, donc dans Maya. Et ils peuvent voir aussi le monde comme une illusion. C'est-à-dire, ils vont vous dire, ah ouais, la Terre est plate. Donc voilà, on peut créer son illusion, on peut être enfermé dedans, donc dans le monde des illusions. Sur Terre, c'est l'inverse, vous êtes dans un monde réel. C'est une réalité tridimensionnelle tangible, c'est une règle qui est valable en fait partout dans le multivers, et je vous préciserai même tous les multivers, et quand on voit le nombre qu'il y en a, on s'inquiète de la taille de la source, réellement. Donc Maya, c'est une illusion, mais c'est plutôt, on va dire, l'illusion qu'on se fait de soi-même, ou en tout cas de sa propre grandeur. Et c'est plus là qu'on peut véritablement coller Maya. L'illusion, le monde de Maya, là, c'est quelque chose qui a été repris. Et en fait, ce sont des gens qui vont prononcer des mots et qui ne savent pas ce qu'ils disent. Par contre, là, qui n'arrêtent pas de parler, on n'est pas dans un monde d'illusion. Vous avez qu'à vous taper sur un pied avec un marteau, vous verrez que ce n'est pas une illusion. Ça fait mal. Donc en fait, si vous avez besoin de vous démontrer que vous n'êtes pas dans un monde d'illusion, tapez-vous la tête contre le mur, vous verrez, vous aurez une bosse. Donc, bon, dans un monde d'illusion, vous n'auriez pas forcément de bosse. Vous auriez une petite fleur qui pousserait. Vous voyez. Donc, en fait, bon, il faut arrêter de dire des conneries. On n'est pas dans un monde d'illusion. On est dans un monde tridimensionnel. Et il y a des règles précises au niveau de la tridimension qui sont ensuite, à comparer avec les autres dimensions, sont différentes, mais valables. Et comme toute dimension, en fait, est toujours englobée dans la suivante, c'est pas parce qu'on est en 4e dimension qu'on est supérieur. C'est totalement faux. En fait, on est différemment fabriqué en termes de vibration. C'est très différent. Donc, il y a des espèces qui vivent en 3D qui sont aussi évoluées que des espèces qui vivent en 24D. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur corps leur permet et leur esprit s'incarne en 3, mais il peut très bien monter en 24D. En ce moment, nous, on s'amuse à des dimensions très très élevées,
on y monte et on en redescend, on est en 3D et on va dans des dimensions très élevées. Et en fait, on le fait. Est-ce qu'on est dans le monde de l'illusion en haut ou en bas? Aucunement. Dans toutes les dimensions qu'on traverse, toutes les fréquences dimensionnelles qu'on traverse, on est là. Et c'est toujours pas une illusion. Ce sont juste des étages vibratoires différents. C'est tout. En fait, l'illusion, c'est plutôt se faire des illusions. Donc, s'emmaillater totalement la tête. Bon, à se méfier. Il faut éviter de regarder le maille à l'abeille. Ça tape sur la tête. Mémoire Ming. Ming China, non, oui. Mita. Alors, Mita. Les hommes sont les esclaves de ce monde d'illusions. Le Psan, il aimait bien parce que, comme il était dans l'astral, il pensait que l'astral était beaucoup plus réel que le monde physique. Donc, il passait beaucoup de temps dans l'astral, et dans l'astral, il se faisait balader sur des tas de trucs, et il avait l'impression d'être plus impliqué dans l'astral qu'il ne l'était physiquement. Parce que, justement, on surdéveloppait chez lui l'idée des sensations dans l'astral. Donc, il se sentait plus présent dans l'astral que dans le physique. Ça, c'est quand on décorpore beaucoup, on finit par véritablement faire un décalage. Moi, quand j'étais gamin, je ne savais plus si j'étais sur Terre ou si j'étais dans l'astral. Je ne faisais plus du tout la différence. Je ne savais plus où j'étais. Donc ça peut arriver quand on est petit. Et le Psan, lui, il était victime de ces grands pouvoirs de décorporation. Et en fait, finalement, il préférait être dans l'astral parce qu'il avait beaucoup plus grande liberté, évidemment. On vole, on se déplace à la vitesse de la pensée, on fait un peu ce qu'on veut. Bon, voilà, c'est super sympa, quoi. Sur Terre, il faut marcher, il faut être lourd, il faut manger, voilà, c'est moins sympa. Et le Psan, comme il était un petit peu, on va dire, contrarié par sa vie de tous les jours, c'est vrai que l'astral était une échappatoire qui finissait par lui montrer des choses que les autres Tibétains et les autres métaphysiciens dans le monde, au travers des siècles, ont vu aussi. L'astral, c'était super tentant, en fait, super intéressant, mais c'était une séduction à double face. C'était une séduction et un embobinage total, avec beaucoup d'illusions et beaucoup de faux concepts. Donc, amusant, quoi. Ah là, c'est bon, bah si vous voulez, c'est un autre mot pour dire Abhinivesha, quelque part. Abhinivesha, les bougres d'âne de cette planète. Là, c'est le Moha, M-O-H-A. L'état d'ignorance, de stupidité, de confusion totale, il provient du manque de discernement entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le Moha mène au chagrin, à la souffrance. Triompher du Moha implique aussi que l'on doit triompher du Mita. Vous voyez, le Psan reprend le mot qu'il avait dit un peu avant, parce qu'en fait, c'est un cours d'évolution. Il dit, il faut faire ci, il faut faire ça, pour évoluer. C'est un bouquin qui est vraiment pour, en fait, évoluer, avec toutes les petites erreurs du passé. Donc, c'est erreur qu'on ne peut corriger que si on va en fait, très très haut dans les terres et qu'on comprend vraiment comment c'est fait. Alors, Moshka, justement, libération des bêtises. Ah, et bien sûr, il vous met le mot qui convient après. Donc là, c'est le moksha. Le moksha, c'est justement la libération de la bêtise, de la crasse, de l'ignorance, de la confusion des valeurs. Que l'on soit chrétien, juif ou musulman ou bouddhiste, on lutte toujours pour se libérer des souffrances de ce monde et entrer dans ce que l'on pourrait appeler le paradis, le nirvana, les champs célestes. Donc voilà, la libération en fait de l'individu de ses poids, charges et problèmes terrestres. Le moksha. Donc là, bon, c'est les mudras. Donc ça, ce sont des petits bouquins. Ouais. Hatha Yoga, les tissus d'exercices bizarres. J'aime bien les définitions de Lobsang. Les mudras. Le Hatha Yoga est un tissu d'exercices bizarres. Parce que bon, la métaphysique tibétaine n'a jamais dit qu'il fallait tordre son corps dans tous les sens pour évoluer. Les uns inoffensifs, les autres extrêmement dangereux. Effectivement, certaines choses dans le yoga, c'est à faire gaffe. Les 25 exercices dits mudras ne nous concernent
donc pas. Je tiens cependant à déclarer solennellement qu'aucun de ces exercices ne doit être pratiqué sans la surveillance et les conseils d'une personne particulièrement qualifiée. Les dangers sont réels. On peut être atteint d'une maladie au cœur et ne pas encore déclaré, et certains exercices effectivement fatigants, compressifs, les mudras étant en fait tout un tas de positions bizarres, effectivement, normalement, il faut faire très attention parce que, et c'est pareil, un Européen, par exemple, basique, parfois n'a pas la même souplesse qu'un Asiatique ou un Hindou. Les Hindous et les Asiatiques sont beaucoup plus souples que les Européens. Certains Européens ne sont pas souples et faire des exercices de souplesse, de torsion peut entraîner des bobos. Au-delà aussi de déclarer en fait des problématiques liées à nos petits défauts personnels, problèmes cardiaques ou autres, quoi. Donc le yoga c'est bien, mais il faut y aller mollo quand même. Alors, oula, le Mumuk Shua, toi, je le dis certainement pas comme il faut, mais alors le mot c'est M-U-M-U. Bon là c'est Mumu, mais ça se dit où, Mumu? Après c'est K-S-H-U. C'est pas mal, Mumuk Shua, et ensuite T-W-A, Tsua. Mumuk Chatwa ou un truc comme ça. Enfin bref, un truc, y a... Attention, hein, c'est pas des mots n'importe comment. C'est le désir particulièrement vif de se libérer des liens charnels, la raison pour laquelle tant de gens voudraient voyager dans l'astral, sortir de ce triste argile de leur corps, élargir leurs horizons bornés. Donc, l'Obsan, pareil, là c'est un livre pour apprendre à évoluer, donc aussi il faut se libérer d'un truc pour aller dans l'astral. Donc un peu perfectionner son propre esprit, quoi. Donc c'est toujours un cours d'évolution. Donc, mysticisme, nadas. Donc, les nadas, il y a plusieurs formes de son. Le son est dû à des vibrations. Nous appelons son ce qui peut être perçu par les oreilles humaines, ou plus exactement par n'importe quelle oreille. Ultrason, infrason, complète le son. Les nadas, le nadas ou la nadas, parce que ils mettent pas, il n'y a pas de. C'est ça qui est amusant dans les langues sanskrites, c'est qu'en fait, il n'y a pas le nadas, les nadas, il y a nadas. C'est bâti en fait différemment des langues où il n'y a pas de le, la, les choses comme ça. C'est bâti très différemment. Nada, c'est une forme de son qui est entendu de l'intérieur, sans l'aide de l'oreille. C'est une voix de la conscience, la voix du Dieu intérieur, la voix du super-être ou de l'âme, ou de l'adhyatma. Alors à chaque fois, il fait adhyatma, âme, machin, parce que bon, il essaye on va dire, d'essayer de décrire les choses le plus complètement possible. Comme vous le voudrez, cette voix vous appelle et vous dicte ce que vous devez faire, ou, plus important encore, ce que vous ne devez pas faire. Donc bon, entendre une voix, la plupart du temps, c'est plutôt un ressenti. Du phénomène de l'adhyatma, en fait, on n'entendra pas une voix précise. Vous pouvez parfois entendre un petit aide, mais un vrai, donc un dragon plutôt, ou quelqu'un qui vous aide, chose qui est très rare, qui peut vous chuchoter un petit truc. Genre, il se passe une situation conflictuelle et vous avez une petite voix. Si vous avez un dragon qui vous aide, là, il va vous dire non, n'y va pas. Voilà, vous allez juste entendre ou percevoir l'idée de ne pas y aller, surtout ne pas y aller. Non, non, non. Donc, bon, voilà, ça, il peut y avoir des petites perceptions comme ça. En termes de perception, l'adhyatma ne vous parle pas en mots. Il n'y a pas de descente de parole. Tout se fait, on va dire, par impulsion ressentie. En fait, vous pouvez avoir l'inspiration, entre guillemets, l'inspiration de faire quelque chose. Du moment que c'est un truc positif, ça viendra de l'adhyatma. Si c'est une connerie, ça viendra d'un dédé. Mais la source autorise les dédés à vous dire de faire une connerie. Ça les fait marrer. Ça fait marrer les dédés, et en plus, c'était votre destin. Donc bon, c'est comme ça. C'est pas de chance. Alors, on va regarder, pas trop vous saouler. Ouais, ça fait une 30. Allez, on va s'arrêter là.
Donc encore des petits mots, en fait, des petits mots. Et le concept des mots est toujours le même. Bon, là, le livre, c'est comme tous les livres de l'Obscen, c'est plutôt voué à une certaine évolution. Là, il met des mots sur des pratiques, des mots qui ont été utilisés par tout un tas de gens qui voulaient faire les beaux avec leurs mots. Mais en fait, dans les mots se cachent des vérités et parfois il y a en fait des erreurs qui se sont glissées pendant les milliers d'années et en fait à l'heure actuelle les bouddhistes continuent d'utiliser en fait des concepts attachés à des mots et n'ont pas révisé leur façon de faire puisqu'ils n'en sont pas capables et en fait bon la réelle évolution viendra bien plus tard après les grands événements. En fait la réelle évolution sera là parce qu'en fait on recréera, entre guillemets, un lexique de mots précis et on recréera, entre guillemets, euh, un principe où on dira ça c'est vrai, ça c'est faux. Il faut mettre de côté. En fait, voilà. L'humanité aura accès à l'éther beaucoup plus librement, l'ensemble des personnes ira presque instinctivement dans l'éther par la suite, pas tout de suite, mais bon, c'est une connaissance qui finira par s'étendre parce que c'est la seule connaissance qui soit en fait pratique pour continuer d'avancer. Il y a des embûches, mais en gros, au fur et à mesure du temps, ça deviendra une science et ça deviendra un mode de communication et ça deviendra un mode de vie. En fait, aller dans les terres, ça sera, on ira dès qu'on aura tiens, une question, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça. On croisera une plante qu'on ne connaît pas, on ira dans les terres, on dira tiens, à quoi elle sert celle-là. Bon, est-ce que je peux m'en servir? Et en fait, l'éther est disponible pour ça, c'est des connaissances infinies. Donc, c'est très amusant, l'éther était visité, mais n'était pas compris dans sa totalité. Néanmoins, comme aujourd'hui on peut le constater, l'éther est visité, mais en fait les personnes se perdent dans les ombres, et se perdent à l'intérieur de leurs propres ombres comme dans les ombres extérieures. Donc en fait, effectivement, ça reste pour l'instant une pratique quand on veut vraiment avoir les bonnes choses, arriver au bon résultat, ça reste une pratique complexe parce qu'en fait, effectivement, il faut trouver les bonnes voies, les bons chemins, les bons kits de nettoyage. Si on prend un kit Mathieu Monade, on est très très mal barré. Et si on prend un kit de nettoyage chez nous, eh ben, il faut en fait se préparer à faire ça toute sa vie. En fait, le problème, c'est ça. En fait, la problématique d'aller dans les terres, c'est qu'en gros, c'est un entretien permanent. Dans le sens où on ne peut pas tourner le dos sans qu'un DD, un être multicorde, tout ça, en fait, vous embête. Donc, bon, aujourd'hui, ça reste une pratique qui est compliquée au vu de la situation en fait, des énergies actuelles. Néanmoins, pour ceux qui peuvent, c'est faisable. Et l'intérêt, il est là. C'est en fait, aller dans les terres, c'est vraiment un concept c'est un concept qui est intéressant, mais qui demande une implication. Il ne faut pas se mentir. Moi, je vais dans les terres tous les jours, je suis obligé, pour faire ce que j'ai à faire. Bon, là, c'est un cas particulier, on va dire, mais une personne qui apprendrait à aller dans les terres va s'en servir et va évoluer dans tout un tas de choses, mais va être, si elle veut être sérieuse et si elle veut être tranquille, va être obligée un petit peu toujours d'aller dans les terres en permanence, faire son petit nettoyage, faire ses petits trucs. Donc, effectivement, c'est du temps à passer. En fait, on change de mode de vie. On vit un peu moins, on va dire, dans la société basique, et on va dire, on se concentre sur les terres parce que, on concentre un certain temps par jour dans les terres pour faire des choses que les autres ne font pas. C'est pour ça que pour l'instant, la pratique est encore très, on va dire, très peu en fait utilisée. Par la suite, les êtres humains finiront par définir qu'il est nécessaire en fait d'aller dans les terres au moins un petit peu par jour pour faire le check de certaines choses et s'assurer que tout va bien. Mais ça, c'est l'humanité d'après, c'est pas celle d'aujourd'hui. En fait, quand on va dans les terres, on doit faire face aux petits dédés, aux petits êtres à cordes, à des difficultés énergétiques. Et effectivement, c'est plus sport. Mais c'est vraiment un domaine où après, effectivement, on peut faire progresser des choses à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, voilà, c'était le petit pointer. Allez, on va arrêter. Vous allez tous mourir à force que je vous parle. Allez, salut. À la prochaine.